Normalement. Voilà, c'est parti. Ouais, j'ai reçu la notification. Bonjour à tous. Merci David pour cette invitation. Donc, moi, je suis Manon Auffray, je suis pharmacien et chercheur en neurosciences, spécialiste de la maladie de Parkinson. Je travaille avec Marc Vérin à Rennes depuis 10 ans maintenant. David m'avait sollicité pour vous parler un petit peu, enfin, faire des rappels pharmacologiques d'un côté, et puis échanger sur tout ce qui était titration, LEDD, LED, euh, de façon un petit peu plus informelle. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment vous faire enfin, rebalayer les traitements pharmacaux pour que vous ayez bien en tête, en fait, les différences. Comme l'a dit David, finalement, c'est pas que de l'arithmétique au-delà des calculs d'équivalence. Vous allez voir que finalement, on stimule pas tout à fait les mêmes choses. Donc, la réponse du patient est pas forcément la même. Donc, ça, c'est des choses à avoir bien en tête. Et puis, échanger un petit peu sur les différents modes de calcul et aussi sur des calculateurs en ligne qui existent sur Internet qui sont faits par les collègues anglais, mais qui peuvent être parfois assez utiles pour échanger avec des médecins ou avec d'autres collègues. Donc, je vais essayer de vous partager la présentation. Si je me mets sur cet écran-là et que je me mets en diaporama, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous voyez bien le diaporama? C'est nickel. Ouais, c'est parfait. Ok, alors je vais juste bouger ça. Donc, très bien. Du coup, je peux commencer, David? Oui, tu. Ok, c'est parti. Pour commencer cette présentation, je voulais juste refaire un tour très très rapide sur l'essentiel sur la maladie de Parkinson que vous connaissez déjà sûrement. Donc, comme vous le savez, hein, c'est une atteinte des noyaux gris centraux. Donc, ce sont des substances qui sont vraiment localisées juste au-dessus du tronc cérébral. Là, vous voyez la figure. Je ne sais pas si vous voyez ma souris par contre. Si, on la voit. Si on le voit, Si, c'est super. bon. C'est bon. Donc, la substance noire, elle est localisée ici. Et vous voyez ici des schémas qui sont très connus, hein, des coupes anatomopathologiques entre un sujet sain avec sa substance noire qui est bien visible et un patient parkinsonien où il y a une disparition totale donc, de cette substance noire qui matérialise en fait la neurodégénérescence. Et en plus en fait de ces atteintes, on va dire structurelles et fonctionnelles, on a aussi des atteintes avec l'apparition de ce qu'on appelle les corps de Lévy, donc qui comprennent des agrégats d'alpha-synucléine. Donc, on a à la fois une disparition des neurones et aussi des anomalies en fait, au niveau du système nerveux central. Donc, il y a différentes typologies d'atteintes. Donc, ce qui va entraîner donc, la disparition des neurones de la substance noire va entraîner une disparition de la sécrétion de dopamine. Et la dopamine, vous savez qu'elle est impliquée dans les circuits moteurs, hein, c'est les premiers symptômes qu'on voit, enfin, en tout cas qu'on utilise pour le diagnostic chez les patients parkinsoniens, donc la triade motrice. Mais cette atteinte dopaminergique, elle va au-delà de la simple motricité, ce que vous savez bien, puisque la dopamine, elle contrôle également d'autres circuits qu'on appelle corticaux parce qu'ils relient le cortex cortico-sous-corticaux parce que ça relie le cortex aux structures profondes, donc aux noyaux gris centraux. Et donc, il y a ces atteintes qu'on va dire associatives, donc ce sont toutes les fonctions intellectuelles supérieures, les fonctions exécutives, la compréhension aussi de procédures. Donc, c'est pour ça, par exemple, pour vos patients sous pompe, vous avez besoin de revenir plusieurs fois pour expliquer aux patients comment utiliser la pompe chez certains patients. Et puis les atteintes limbiques, donc des circuits émotionnels. Donc là, d'emblée, on voit que rien qu'avec l'atteinte dopaminergique pure, on a une symptomatologie qui va être assez complexe et variée. Donc en plus de ça, on parlait des corps de Lévy tout à l'heure, donc ce sont des dépôts d'alpha-synucléine, et ces dépôts, en fait, ils vont se propager tout le long du système nerveux central, donc qui commencent au niveau du bulbe olfactif. C'est pour ça que les patients parkinsoniens, ils ont des atteintes de type anosmie, hein, qu'on connaît beaucoup avec le Covid, mais qui existent aussi dans la maladie de Parkinson. Et donc ces dépôts, ils vont se propager de proche en proche sous la forme qu'on appelle prion-like, et ils vont venir atteindre tout le cortex, ce qui se caractérise du coup par une augmentation des symptômes et également donc une désorganisation d'autres circuits de neurotransmission, et notamment les circuits adrénergiques et cholinergiques. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans la maladie de Parkinson, mais ça vous le savez sûrement déjà, on a à la fois des choses qui sont dopaminergiques pures et d'autres symptômes, d'autres atteintes qui vont être non dopaminergiques. Et donc, ces symptômes, ils vont potentiellement être résistants à la dopamine, dopa-résistants.
Et c'est pour ça que parfois on entend plus la maladie évolue, moins la dopamine fonctionne. C'est pas vrai, ça fonctionne toujours sur les symptômes dopaminergiques, mais il y a apparition de nouveaux symptômes non dopaminergiques qui, eux, ne répondront donc pas par nature, par définition, à la dopamine. Donc ça, c'est Est-ce vraiment que un point majeur. ce qui avait été évoqué à la masterclass et rappelé, c'est que quelqu'un qui est dopa sensible, il le reste finalement, Toute sa vie. il le reste tout le temps en fait. C'est ça. Après, il y a des symptômes, il y a d'autres symptômes qui apparaissent qui vont ne pas être répondeurs à la dopamine ou à l'inverse être aggravés par une stimulation dopaminergique. C'est pour ça que pour le patient avancé ou en stade vraiment de maladie, stade late avec les troubles de l'équilibre, ce genre de choses, les troubles cognitifs, on peut avoir un effet aggravateur lors de la stimulation dopaminergique. C'est pour ça que souvent les médecins essayent de baisser la charge dopaminergique. Mais finalement, si on baisse trop, on ne soulagera plus le patient sur tout ce qui est dopa-sensible. Donc, c'est pour ça que c'est un équilibre toujours entre bénéfices et risques. Mais ce qu'il faut bien essayer de déconstruire auprès des patients et auprès des équipes, c'est que le patient parkinsonien, il sera toujours sensible à la dopamine. Ça, c'est vraiment extrêmement important, puisque c'est ce qui, en fait, cette idée reçue, elle aboutissait à ce qu'on observait, enfin, ce qu'on observe malheureusement encore, c'est-à-dire enlever les traitements des patients parkinsoniens en fin de vie, ce qui fait qu'ils meurent dans des souffrances atroces. Donc, dopamine un jour, c'est ce que Marc dit, dopamine toujours. Ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, mais les symptômes, ils sont sur le plan moteur, donc on voit très bien là la posture très caractéristique du patient parkinsonien. Et puis on a aussi toutes ces atteintes non motrices, à la fois dopaminergiques et non dopaminergiques, donc psychocognitives, digestives, sensorielles, respiratoires, cardiovasculaires, vésico-sphinctériennes. Donc c'est tout un panel de symptômes très variables selon les patients. Et comme je vous le disais, il y a des symptômes qui vont être dopasensibles et d'autres non dopasensibles. Et parmi les symptômes, on va dire, qui résistent à la dopamine, parce que tout simplement, ce ne sont pas des symptômes dopaminergiques, on a le freezing, les troubles de l'équilibre, la dysphagie, la dysautonomie, les troubles psychiatriques et la démence. Donc ça, c'est vraiment des notions à avoir en tête. Et c'est pour ça que l'expertise clinique infirmière est très importante aussi pour essayer de discriminer est-ce que ce symptôme, finalement, il est potentiellement dopa-sensible ou non? Est-ce que c'est un symptôme de off ou est-ce que c'est un symptôme dopa-résistant? Parce que le confort du patient va en fait dépendre de l'expertise clinique qui permet de dire bah, si j'ajuste un peu le traitement dopaminergique, à ce moment-là, ça va peut-être le soulager ou pas. Et un autre élément qui est très important à avoir en tête, c'est que hommes et femmes sont différents. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez basiques, mais qu'on a tendance à oublier, puisque la majorité des études cliniques, elles sont faites sur des populations masculines pour éviter les biais liés aux hormones, et ce qui fait que finalement, pour la plupart des médicaments qui sont sur le marché, il n'y a quasiment pas d'études qui ont été faites sur les femmes. Or, on sait que dans la maladie de Parkinson, les symptômes chez les femmes et chez les hommes vont avoir une présentation un petit peu différente, avec, on va dire, une prédominance de certains symptômes dans la population féminine par rapport à la population masculine et inversement. Et puis une sensibilité au traitement qui va être différente, mais là encore, ce n'est pas non plus des choses assez aberrantes quand on commence à y réfléchir un peu. La proportion masse grasse, masse maigre est différente, le poids est différent, la composition des tissus sont différents, il y a l'influence des hormones jusqu'à la ménopause et en périménopause. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut avoir en tête où on est dans une approche personnalisée. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand tout est protocolisé, finalement, ça laisse peu de place à l'adaptation patient. Or, tout le monde est différent, tout le monde métabolise, transforme les médicaments de façon différente, tout le monde a des sensibilités différentes. Donc, ce sont vraiment des éléments à garder en tête quand vous êtes confronté à des situations un petit peu difficiles. Il faut parfois revenir à la base et se dire, bon, bah, est-ce que j'ai bien pris en compte tous les facteurs basiques? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quels sont ses symptômes prédominants? Est-ce qu'il y a potentiellement dans sa thérapie concomitante des médicaments qui pourraient impacter l'efficacité ou non du traitement dopaminergique? Enfin, voilà, revenir vraiment à la base en lien avec le pharmacien. Ce serait Donc, ça tes points de vigilance sur le public féminin, c'est ça, c'est les interactions médicamenteuses avec... Oui, et puis aussi, on sait que, par exemple, elles peuvent être plus fragiles, plus sensibles aux dyskinésies. Ça, vraisemblablement, c'est parce que la façon dont on utilise les médicaments en phase early et puis phase d'équilibre va favoriser la survenue de dyskinésie chez les femmes, parce que ce sont des doses assez importantes, assez répétées, et donc la réponse chez la femme va être en fait cette stimulation pulsatile beaucoup plus importante que chez l'homme. Ça, c'est des études récentes qui ont montré ça. Et puis aussi, voilà,
la façon dont le médicament se comporte dans l'organisme féminin est différent de l'organisme masculin. Et un élément aussi qui est important à avoir en tête, c'est que parfois, la femme parkinsonienne anxieuse, on va dire oui, bah voilà, c'est une femme, elle est stressée, quoi. Mais en fait, non, il y a potentiellement l'influence très importante de la maladie de Parkinson là-dedans et de cette anxiété de off. Donc c'est pareil, il y a une étude qui est sortie très récemment dont on a beaucoup parlé, hein, comment se comportent les cliniciens aux urgences si on est un homme, une femme, un blanc, un noir, bah, c'est différent. Vraisemblablement, si on est une femme noire, bah, on est un peu dans la mouise parce qu'on n'est pas pris au sérieux. C'est en France, mais c'est aussi aux États-Unis. Mais on a tous des biais, et ça c'est très important de s'en rendre compte, on a tous des biais dans notre analyse qui font qu'on va surévaluer ou sous-évaluer l'intensité des symptômes ou la gravité des symptômes. Donc ça aussi, c'est important de se remettre soi-même en question. En fonction du profil. Ah oui, C'est ça. d'accord. Wow. Si c'est, pour certains, ça va être une femme arabe, bah, elle est plutôt à tendance hystérique, quoi. Voilà. Si c'est un homme blanc, bah, s'il vient, c'est que c'est très grave. Si c'est un noir, bon, bah, c'est moins grave. Si c'est une femme versus un homme, en fait, l'étude qui a été publiée là, très récemment, ils en ont parlé à la radio la semaine dernière et en début de semaine, ils ont présenté les mêmes dossiers cliniques avec exactement les mêmes symptômes à des cliniciens, sauf que dans un certain cas, c'était une femme blanche, une femme noire, un homme blanc, un homme noir. Et ils ont comparé l'analyse clinique des cliniciens sur ces mêmes symptômes, mais chez des patients différents en termes d'ethnie et de sexe, de genre, quoi. Donc ça, c'est des notions très importantes parce que tous, autant que nous sommes, on est confrontés à ces biais. Donc parfois, il faut essayer de sortir de cette idée préconçue et de dire, bah, si une femme se plaint voilà, d'anxiété, je pense que beaucoup d'entre vous, femmes qui sont allées chez le médecin, on vous a dit, bah, vous êtes stressée, c'est normal. Bah, en fait, non, parfois, il y a un peu plus que du stress quand même là-dessous, quoi. Donc là, c'est pareil, vous, en tant que clinicienne, et quand vous allez voir vos patientes, ayez aussi cette critique de votre propre analyse parce qu'elle est parfois soumise à des biais. Ça, c'est de façon générale, hein. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au côté clinique, mais avant d'entamer la pharmaco, ou si c'est OK. Hyper intéressant. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler de cette dissociation homme-femme, en fait, même dans les symptômes, en fait. C'est une réalité. En fait, comme je vous disais, hein, globalement, ça tient à la fois à cette société que l'on connaît tous, mais aussi à la façon dont est fait la médecine. Et vous savez que les études cliniques, ça coûte très cher, c'est très long, et on est obligé de contrôler tous les paramètres facteurs confondants, on va dire. Et une femme, comme elle est cyclique, et puis aussi c'est pareil, là j'en ai pas parlé, mais comme on discute de ça, une femme réglée, donc une jeune parkinsonienne, elle peut avoir une aggravation de ses symptômes en période prémenstruelle ou en période menstruelle. Donc normalement, si on était très bon, on devrait adapter le traitement anti-parkinsonien à son cycle, en fait. Puisque l'influence des hormones et puis les douleurs, le syndrome prémenstruel que tout le monde connaît, qui peut être plus ou moins prononcé chez les femmes, a évidemment un impact sur son Parkinson. Et inversement, son Parkinson a un impact sur ses règles et son syndrome prémenstruel. Donc ça aussi, c'est des choses assez fines, mais qui apparaissent de façon, que toutes les femmes connaissent, mais comme personne ne va investiguer ce côté-là, en fait, personne n'en parle. Mais quand je dis qu'elles le connaissent, c'est qu'elles le vivent, hein. Elles le verbalisent pas forcément parce que personne ne va le chercher. C'est aussi un point important. Mais c'est parce que voilà, les études cliniques sont faites sur des hommes entre, on va dire, 25 et 60 ans. Donc une femme de 80 ans, c'est pareil, hein, les médicaments, ils sont vraisemblablement pas très adaptés. Mais une femme réglée aussi, ça c'est vrai pour tout, hein. Ok, mais merci en tout cas. c'est la médecine de notre époque qui est en fait très orientée homme dans ses études. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ce qu'on appelle le post-market, hein. Une fois que le médicament est mis sur le marché, il y a des choses qui peuvent apparaître chez les femmes qui n'ont pas été signalées. Et notamment, il y avait un peu une psychose collective, mais au niveau des vaccins Covid avec les troubles de règles, c'est une réalité, hein. Comme avec beaucoup d'autres médicaments, hein, ça peut impacter le cycle menstruel. Mais donc, si c'est des femmes parkinsoniennes qui ont déjà des cycles menstruels compliqués, vous vous doutez bien que vous ajoutez la maladie en plus, on peut aboutir à des moments dans le mois où c'est très compliqué pour elles, quoi. Et donc ça, c'est des choses aussi à aller chercher, parce que si vous les voyez à un moment, vous allez chez elles et que c'est la fin du monde, c'est peut-être aussi que finalement, c'est qu'elles sont dans leur moment du cycle où l'humeur est pas au top, quoi. Et donc ça, il faut aller le chercher. Mais encore une fois,
ça veut dire qu'il faut, s'extraire de son biais, de se dire, bon, bah oui, c'est une femme, ou alors elle a ses règles, bon, bah elle est chiante, quoi. Enfin, c'est des biais que beaucoup ont, beaucoup de personnes ont. Faut déjà avoir cette sensibilité. Ouais, c'est ça, le fait qu'on en parle là, ça nous amènera peut-être à y réfléchir, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, j'ai jamais eu cette sensibilité-là, en tout cas, pour ma part, quoi. Mais là, c'est comme je vous dis, on a tous des biais, parce que finalement, nous, même en tant que femmes, bah, on a appris la médecine des hommes. Et donc, on ne se pose pas la question par rapport à nous. C'est aussi des choses importantes au-delà de la maladie de Parkinson. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut se sensibiliser en tant que personnel soignant pour aussi ouvrir le dialogue et ouvrir une porte aux femmes. C'est très important. Bon, bah, merci de nous avoir alertés là-dessus. Je pense que oui, on est tous conditionnés un petit peu, et voilà, on peut se faire rattraper. Mais je crois que tu l'évoques dans ton bouquin aussi. Oui, il y avait un chapitre dans le bouquin justement sur les spécificités. Sachant qu'évidemment, les données à l'heure actuelle de la littérature sont très pauvres. Mais on a des collègues, notamment Indu Subramanian, là, qui est une collègue américaine, qui travaille beaucoup sur ces inégalités en fait hommes-femmes, et aussi cette spécificité féminine par rapport à la maladie de Parkinson, par rapport aux enjeux aussi, pareil, hein, si on est sur ce sujet, en termes de charge mentale, si c'est une femme qui est atteinte par la maladie de Parkinson, ou une femme qui a la quarantaine, la cinquantaine, qui a encore des enfants à la maison, on sait très bien que malheureusement, souvent dans le couple, et dans le couple tel qu'il est aujourd'hui, il y a une grosse partie de la charge quotidienne qui est assumée par les femmes. Donc c'est aussi l'impact de la maladie sur cette personne dans le couple va potentiellement avoir des répercussions aussi beaucoup plus importantes sur l'entourage. Et donc le vécu de l'entourage va être aussi peut-être différent si c'est le papa qui est atteint ou la maman, puisque il y a tous ces aspects-là. Donc c'est vraiment important. C'est des pans qui sont complètement peu explorés à l'heure actuelle, mais il faut en parler, et il faut aussi ouvrir le dialogue avec les patients pour qu'ils se sentent aussi à l'aise d'en parler, et pas être stigmatisés comme étant c'est une bonne femme qui se plaint tout le temps aussi, quoi. Parce que malheureusement, on a quand même souvent ces aspects-là, quoi. Et il y a quelqu'un sur LinkedIn qui est vraiment bien, qui défend ça. C'est, je sais plus son nom, mais c'est Claire Courdet, je crois, quelque chose comme ça, qui est une cardiologue. Elle fait beaucoup de sensibilisation. C'est elle qui, peut-être que vous en avez entendu parler, le bus des femmes et tout ça. Ouais. Donc là, par exemple, l'infarctus cardiaque chez un homme et une femme, c'est une présentation complètement différente. Il y a très très peu de cas dans lesquels l'infarctus chez l'homme est loupé, alors que chez la femme, ça passe souvent inaperçu, quoi. Parce qu'en fait, les signes ne sont pas les mêmes. Donc, si vous réfléchissez à le tableau clinique de l'infarctus du myocarde que vous avez appris, parce que c'est l'infarctus du myocarde masculin, l'infarctus du myocarde féminin ne va pas coller dans cette case. C'est des choses aussi bêtes que ça, mais les conséquences sont importantes, évidemment. Donc, avoir cette dichotomie est importante. Au-delà de la stigmatisation, c'est qu'il y a quand même une réalité biologique. Au final, on peut dire les hommes et les femmes sont égaux. Oui, en termes de droit, ça c'est indéniable. Par contre, en termes de biologie, il y a quand même des différences. Et ces différences, elles doivent être étudiées pour être prises en compte. C'est OK de votre côté? Ouais, très bien. Parfait. Donc là, si on passe plutôt au côté pharmaco, donc là, c'est vraiment un petit cours de pharmaco réduit. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a en fait comme stratégie thérapeutique dans la maladie de Parkinson? On manque de dopamine. Donc la première, c'est on va apporter ce qui manque. Donc on ne peut pas apporter de la dopamine telle qu'elle, puisqu'elle est détruite par les enzymes si vous l'administrez par voie orale ou sous-cutanée ou autre. Donc on va apporter son précurseur qu'est la lévodopa. Et cette lévodopa, elle peut être détruite en périphérie, enfin, elle peut être transformée en dopamine en périphérie. Donc, ça veut dire que si elle est transformée en dopamine en périphérie, il n'y en aura pas assez à atteindre le cerveau. Donc, pour ça, on associe toujours un inhibiteur de cette enzyme qui va transformer la lévodopa en dopamine. Et cet inhibiteur, ça sera soit la carbidopa, soit la bensérazine. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est que notre lévodopa qui est ici, là, elle est déjà dans le sang, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle ait passé déjà la barrière intestinale aussi, on va y revenir tout à l'heure. Une fois qu'elle est dans le sang, il faut qu'elle passe la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière très solide, puisque c'est pour protéger notre cerveau des toxiques, de quelque nature qu'ils soient. Et donc, elle a besoin d'un transporteur pour passer cette barrière. Et une fois que la lévodopa, en fait, elle est passée dans le cerveau et qu'elle peut aller dans les neurones et dans les synapses qui sont là, en fait, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit transformée en dopamine. Donc, cette même enzyme qui, là,
on en a besoin pour que la lévodopa devienne dopamine, et bien évidemment, on ne veut absolument pas qu'elle fasse son travail trop tôt, donc elle est inhibée en périphérie. Et ce bensérazide et carbidopa, ils ne vont pas passer la barrière hémato-encéphalique. Donc en fait, on ne donne jamais de la lévodopa seule, on associe toujours à la carbidopa ou le bensérazide pour faire en sorte que le maximum de lévodopa aille au cerveau et soit transformé en dopamine. Et ensuite, cette dopamine, elle est relarguée et puis elle peut agir sur les récepteurs. Mais la lévodopa, hein, c'est de la dopamine avec un petit truc en plus ici. Et du coup, les enzymes, elles viennent couper ça et ça fait la dopamine. Donc ça, c'est transformé très facilement. Si on ne met pas ces inhibiteurs enzymatiques, vous donnez de la lévodopa tout seul, ben, il n'y aura quasiment rien qui arrivera au cerveau. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que carbidopa, bah, c'est le cinémètre, et bensérazide, c'est le modopar. Donc, il y a différentes formes galéniques qui existent, des gélules à libération prolongée, des comprimés sécables dispersibles. Donc, pourquoi ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut faire attention? Ben, tout simplement parce que la galénique va être différente. Alors, la galénique, c'est quoi? Est-ce que c'est un comprimé sec? Est-ce que c'est une gélule? Est-ce que c'est un comprimé effervescent? Est-ce que c'est un sachet? Et pourquoi, en fait, on a fait toute cette diversité de formes galéniques? Eh bien, tout simplement parce que ces formes, elles vont se comporter différemment dans l'organisme. Donc, une gélule ne va pas avoir la même absorption qu'un comprimé sécable, dispersible, ou qu'un comprimé sec, ou qu'une gélule à libération prolongée. Libération prolongée, c'est, en fait, elle doit résister au passage de l'estomac. Voilà, donc quand votre patient il a des prescriptions très caractérisées comme ça, il faut faire attention à ce qu'à la pharmacie, il n'y ait pas d'erreur, parce que voilà, il peut y avoir des erreurs chez tout le monde, et aussi qu'il n'y ait pas, le patient, il ait bien compris que quand on lui dit de prendre une LP, c'est parce qu'on veut que le médicament, il agisse plus ou moins longtemps. Bon, après, dans la réalité, les LP, ce n'est pas non plus la panacée, quoi, mais ils sont préparés pour être comme ça. Pareil, les gastro-résistants, c'est fait pour résister au passage de l'estomac. Et donc, le cinémètre, c'est pareil, on a des comprimés qu'on peut couper, les sécables, et des comprimés LP. Ça, c'est des choses très techniques, mais un comprimé qui n'est pas sécable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette barre de sécabilité où on voit qu'on peut utiliser un coupe comprimé et le couper, c'est que normalement, en fait, il ne se coupe pas. Et c'est que du coup, quand vous allez le couper, vous allez porter atteinte à l'intégrité de ce comprimé, donc il va se dissoudre dans l'organisme de façon différente de ce qu'il était censé faire. C'est comme les comprimés enrobés, je ne sais pas si vous voyez le Spasfon par exemple, il y a une sorte, c'est comme un Smarties, quoi, il y a une sorte de capsule, enfin une sorte de couverture sur le comprimé. Si vous essayez de casser un Spasfon, en fait, quand vous le faites, vous pouvez, hein, mais le comprimé ne va pas avoir la même efficacité que s'il avait été avalé tel quel. Donc ça, c'est aussi important par rapport aux patients qui ont des troubles de la déglutition. Si vous voyez que les formes galéniques ne sont pas adaptées, avant d'écrabouiller, de faire des trucs un peu artisanaux au couteau, enfin, on voit souvent les patients, ils cassent leur comprimé avec un couteau, il y a les 3/4 qui se barrent sous la table. Enfin, bon, ça, c'est vraiment des choses à éviter. Donc, s'il y a des comprimés à couper, privilégiez le coupe comprimé toujours pour des raisons d'hygiène et pour des raisons aussi de propreté, de sécabilité. Et puis, s'il y a des grosses difficultés, ça nécessite une réévaluation avec l'orthophoniste, le pharmacien, le prescripteur, pour dire est-ce que je n'ai pas un équivalent dans une autre forme qui sera mieux absorbée par le patient, avant de commencer à faire de l'artisanat. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup en EHPAD, où en fait, on fait n'importe quoi avec les traitements, pour les raisons que l'on connaît, notamment le manque de personnel, mais c'est pas parce que... voilà, des fois, il faut quand même réfléchir à la prescription. Donc globalement, il y a des contraintes de prise avant ou après les repas, en tout cas à distance des repas, pour plusieurs raisons. Là, vous voyez en fait que c'est ce graphique, c'est les concentrations de lévodopa d'une même dose, donc carbidopa, lévodopa 25-100 chez 17 patients. Donc une même formulation avec la même concentration initiale. Vous voyez que 17 patients, ils ont tous un profil d'absorption différent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces deux patients-là, peut-être qu'ils seront dyskinétiques avec cette dose, parce que l'absorption, elle est hyper rapide, et il y a un pic très important. Alors que ce patient-là, peut-être que lui, il ne sera jamais en on, parce qu'en fait, l'absorption, on est sur une ligne droite faible. Et ce patient, par exemple, là, lui, il aura peut-être un on retardé. Il sera en on au bout de 180 minutes. Alors que ce patient-là, il aura été en on en 15 minutes. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important d'avoir en tête que chaque patient est différent. Et donc, pour un même patient,
pour la même journée, on peut être aussi différent. Donc ça, c'est aussi des notions à avoir de façon importante. Là, c'est le même patient, la même dose de lévodopa bensérazine, dans différentes conditions. Là, il est à jeun, là, c'est après manger, et là, c'est une activité physique. Donc, en fait, il faut réfléchir comme pour le diabète, hein. L'insuline, il y a des besoins, enfin, la glycémie, elle varie en fonction des besoins. On va consommer plus ou moins de sucre selon qu'on fait une activité physique ou pas. Bah, en gros, la dopamine, c'est un peu pareil. Si le patient il est en train de marcher ou qu'il a son activité physique, bah, il va en consommer plus, c'est normal. Et à l'inverse, s'il prend son comprimé sur un estomac vide, il va être absorbé très vite. Donc c'est bien parce qu'on va aller très vite avec une dose, mais ça peut être pas bien chez certains patients parce que peut-être que là, c'est trop vite et trop fort. Et donc le patient va être dyskinétique. Donc peut-être que pour ce patient-là, bah, le mieux, c'est quand même de le prendre autour du repas parce qu'on ne va pas être à 10 micromolaires, mais on va être à 6 micromolaires. Et 6 micromolaires, ça veut dire qu'on est dans la concentration nécessaire pour qu'il soit en on, mais pas trop pour qu'il soit dyskinétique. Donc, en fait, en fonction des patients, il y a des patients peut-être qu'il sera bien de leur dire, bah vous, en fonction de... Donc, il faut les interroger sur qu'est-ce qui se passe quand vous prenez vos médicaments, à quel moment, quel effet ça vous fait. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut investiguer avant de dire le patient est fluctuant. Peut-être qu'en fait, votre patient, le matin, bah, il prend son café et une biscotte. Donc, il n'y a pas de protéines. L'estomac, il est vide à peu près. Donc là, le médicament va fonctionner très vite. Alors que son comprimé du midi, bah, il va le prendre alors qu'il aura pris son entrée, plat, dessert. Et du coup, il y aura cette compétition pour l'absorption de la lévodopa au niveau de l'intestin, puisque je vous ai dit tout à l'heure, la lévodopa, elle ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique toute seule, mais elle ne peut pas non plus passer la barrière intestinale pour aller dans le sang toute seule. Elle a besoin d'un transporteur. Et ce transporteur, c'est le transporteur de la lévodopa. Ce n'est pas un transporteur que pour la lévodopa, c'est un transporteur d'acides aminés. Donc, si vous amenez des acides aminés, donc des protéines, en même temps que la lévodopa, bah, ça va faire un bouchon, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de transporteurs, il y a plein d'acides aminés à faire passer, donc ça va passer, mais ça va passer lentement. C'est l'heure de pointe, quoi. Alors que s'il est absorbé tout seul, bah, il va passer tout seul, tout vite. Donc ça, c'est des choses très basiques, mais auxquelles il faut revenir. Il y a des patients, ils prennent parce qu'on leur dit attention à la dénutrition, manger des protéines. Bah, si on leur dit pas, oui, les protéines, c'est bien, mais par contre, faites attention à comment vous réagissez quand vous prenez vos médicaments en même temps, eh bien, bah, on peut aboutir à des choses qui sont pas bonnes pour le patient. Et donc, surtout, faites attention avec les compléments nutritionnels, puisque les crèmes HPHC, les boissons, les soupes, machin, bah, quand c'est chargé en protéines, si votre patient il prend son comprimé parce qu'il a des troubles de la déglutition dans sa crème Fortimel, Clinutren ou autre qui est HP, bah, vous pouvez être sûr que son comprimé ne va pas être efficace, quoi, ou pas aussi efficace qu'on aimerait. Donc ça, c'est pareil, cherchez quand ça ne va pas, cherchez qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que le patient fait. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer la même chose, la lévodopa à jeun, fasting, et quand le patient a mangé, avec le triangle blanc. Et là, on voit très bien que ici, bah, on est sous, là c'est la concentration plasmatique, là c'est l'état moteur. Donc évidemment, la concentration plasmatique, elle est corrélée à l'efficacité du traitement, hein. Donc c'est pas juste un truc de pharmacologue qui vous dit oui, il faut que la concentration elle soit à ce niveau. En fait, s'il n'y a pas assez de concentration, le patient il est bloqué, tout simplement. Donc vérifiez bien ça. L'autre alternative, c'est de stimuler directement les récepteurs dopaminergiques, donc au niveau des récepteurs, donc les D1, D2, D3, D4, D5. Donc ça, vous en avez plusieurs, et en fait, on est dans une stratégie post-synaptique parce qu'on s'affranchit de tout ce passage-là. Donc on est sur pramipexole, ropinirole, viripédil, apomorphine, rotigotine, que vous connaissez. Donc, en gros, ils ont un profil, on va dire un effet de classe sur les effets indésirables, donc les troubles du contrôle des impulsions, les attaques de sommeil, le syndrome de sevrage si on arrête brutalement. Il y a des voies d'administration différentes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ils ont un profil de stimulation différent. Il y a 5 sous-types de récepteurs dopaminergiques qu'on dit en 2 classes. Donc, quand on dit D1 et D2, en fait, c'est D1-like et D2-like. Dans les D1, c'est les D1, D5, et dans les D2, c'est D2, D3, D4. Donc, on simplifie, mais parfois, à trop simplifier, on perd de la subtilité. Et en fait, ces récepteurs dopaminergiques, ils sont au niveau du cerveau, mais ils sont aussi en périphérie. Donc, quand vous donnez un agoniste dopaminergique, il ne va pas stimuler que les récepteurs du cerveau. Il va tout stimuler. À l'inverse de la lévodopa, quand elle est donnée avec cet inhibiteur enzymatique, bah, elle va être protégée pour, du coup, ne pas être transformée en dopamine et donc ne pas stimuler la périphérie et stimuler que le central. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand vous avez des patients qui ont des agonistes, évidemment qu'il y a des effets dits indésirables, parce qu'en fait, ça stimule les récepteurs dopaminergiques partout.
Et donc, ça va stimuler sur le plan digestif, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan rénal, sur le plan cérébral. Donc ça, c'est normal. Donc, il faut expliquer aussi aux gens pourquoi il y a ces effets. Et au niveau des TCI, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'apomorphine, globalement, elle est plus safe que le pramipexole et le ropinirole. Et ça, c'est des études très larges. Il n'y a aucune... Si quelqu'un vous dit, parce que les cliniciens, il y en a qui disent ça, l'apomorphine, c'est comme les autres dopamine agonistes, ça donne autant de TCI. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est moins pourvoyeur de TCI que les autres agonistes dopaminergiques. Et ça, c'est des données internationales publiées en Europe et aux États-Unis. Donc ça, il y a de la littérature là-dessus. Donc, il faut combattre aussi cette idée reçue. Il y a par contre une petite différence au niveau des effets indésirables de la dopamine, de l'apomorphine, pardon. Ça augmente la libido. Donc la libido augmentée, ce n'est pas un TCI. Hein. Il y a des différences entre vraiment le trouble du contrôle des impulsions et une augmentation de la libido. L'apomorphine augmente la libido, ça c'est une réalité. Mais aller jusqu'au TCI, ça c'est différent. Donc pareil, hein, quand vous avez des patients qui sont un peu limites sur le plan sexuel, et qu'il y a une introduction d'apomorphine, il faut quand même être très vigilant. Donc, on peut aussi faire en sorte que la dopamine elle survive le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est les IMAO et les ICOMT, deux types d'inhibiteurs. Donc, les ICOMT, eux, ils agissent en périphérie parce qu'ils ne vont pas passer la barrière hématoencéphalique. Donc, antacapone, tolcapone. L'opicapone, on ne l'a pas encore en France, mais peut-être qu'on va l'avoir bientôt. Donc, ils sont sélectifs et réversibles et on les donne toujours en association puisqu'en fait, ils agissent ici, avant le cerveau. Donc, ils agissent que quand il y a de la lévodopa. Sinon, ça ne sert à rien de les donner, puisqu'en fait, votre dopamine qui est là, elle s'en fout qu'il y ait de l'ICOMT ici. D'accord? S'il n'y a pas de lévodopa. Donc, les ICOMT, ils sont toujours donnés en association avec la lévodopa. Et donc, c'est le Stalevo, hein, lévodopa, carbidopa, antacapone, c'est le Content et le Tasmar. Donc, ça colore les urines. Par contre, aussi, c'est pareil, faites toujours attention. Les patients, souvent, ils sont habitués à prendre plusieurs Modopar ou Cinémètre. On ne peut pas prendre plusieurs Stalevo parce qu'il y a une dose fixe d'antacapone dedans qui est de 200 mg et c'est donc un seul comprimé par prise. Donc ça, faites attention quand il y a des switches pour les patients. Il y a des grosses vigilances à avoir sur les diarrhées qui sont assez fréquentes, qui peuvent être très handicapantes. Et le tolcapone, il est très efficace, mais il est hépatotoxique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une toxicité hépatique. Donc, c'est le seul médicament anti-parkinsonien dont la prescription est réservée aux neurologues. Les autres, tous les médecins ont le droit de le prescrire. Hein. L'apomorphine, un gériatre, un médecin généraliste a le droit de prescrire l'apomorphine, un médecin co aussi. Hein. Le tolcapone, par contre, c'est réservé aux neurologues. Donc, c'est le seul qui n'est que prescrit par le neurologue. Tous les autres médicaments anti-parkinsoniens, tous les médecins peuvent les prescrire. Donc, quand vous avez un neurologue qui est en vacances, que vous n'arrivez pas à joindre ou autre, le médecin généraliste, il a le droit de faire l'ordonnance qui vous manque, de renouveler ou autre. Hein. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les traitements parkinsoniens et sur c'est réservé aux neurologues. Non, non, c'est pas réservé aux neurologues. On a longtemps cru ça aussi. On a longtemps cru ça aussi. Bah oui, mais jusqu'à il y a peu de temps, et ça a ouvert d'autres champs, clairement. Exactement. Je pense notamment aux gériatres. Hein. Oui, et il faut faire attention parce qu'il y a certains neurologues qui propagent cette idée, qui font en sorte que d'entretenir cette idée qu'il n'y a que le neurologue qui peut prescrire. Donc ça, non. Il n'y a aucun texte, hormis pour la tolcapone, qui mentionne que c'est le seul neurologue qui prescrit. Donc ça, si vous êtes confronté à des difficultés comme ça avec des prescripteurs ou avec des gens qui vous disent bah, « moi, je ne sais pas si j'ai le droit de prescrire », référez-les soit à la monographie des médicaments, soit à ce site Medispar. Medispar, c'est un site qui va répertorier tous les médicaments qui sont à dispensation particulière ou à prescription réservée. Donc, si votre médicament il n'est pas dans cette liste, tout le monde a le droit de le prescrire. Ça, c'est vraiment important, hein, parce que ça aboutit à des patients qui se retrouvent sans traitement alors qu'il n'y a pas de raison légale à ce qu'ils soient sans traitement, ni de raison clinique d'ailleurs. Et donc, il y a des différences, comme je vous disais, entre antacapone, tolcapone, opicapone. C'est pour ça qu'il y en a 3 différents à l'international, avec notamment le tolcapone, il inhibe aussi au niveau cérébral. Donc ça, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, vous voyez qu'il y a des concentrations qui sont différentes, une absorption qui est différente. Et la fréquence d'administration de la tolcapone, c'est une prise matin, midi et soir. L'antacapone, on peut aller jusqu'à 10 par jour avec le Stalevo. Et l'opicapone, c'est une seule prise par jour. Donc ça, c'est important pour le bien-être du patient, évidemment, parce que s'il n'a qu'un comprimé à prendre au lieu de 3 ou de 5, bon, c'est quand même mieux pour lui. Donc il y a aussi ces aspects-là à considérer.
Et puis, il y a les IMAO, donc la rasagiline, sélégiline, safinamide. Donc, le safinamide, il est disponible, mais pas remboursé. Donc, il y a assez peu de prescripteurs qui l'utilisent. Mais ces IMAO, donc eux, ils agissent ici, au niveau de la synapse. Donc, on peut les donner tout seul. C'est pour ça qu'on les donne chez le jeune seul, dans les règles, enfin, dans les schémas de l'HAS. Donc, ils sont sélectifs et irréversibles. Ils prolongent la durée d'action de la dopamine. Donc, ils sont efficaces, même en absence de lévodopa. Par contre, c'est des médicaments qui sont assez propice aux interactions médicamenteuses, notamment avec tout ce qui est antidépresseur, aussi avec l'alcool et aussi avec le tramadol. Donc ça, attention, parce que le tramadol, c'est quand même un antalgique de palier 2 qui est prescrit très facilement en médecine de ville. Donc si vous avez un patient qui est sous Azilect ou Déprénil, surtout avertissez-le bien que le tramadol, pour lui, c'est contre-indiqué, parce que sinon, ça fait un syndrome sérotoninergique qui est quand même pas très sympa. Donc ça, c'est une grosse vigilance à avoir. Et puis finalement, si on a aussi un autre aspect, c'est corriger les effets fonctionnels de la carence en dopamine. Donc c'est la stimulation cérébrale profonde, c'est les anticholinergiques, c'est la mantadine, et puis c'est tout le reste, c'est-à-dire l'activité physique, la rééducation. Donc soit en fait on va apporter de la dopamine ou mimer l'action de la dopamine, inhiber sa dégradation ou corriger en fait les conséquences de l'absence de dopamine. Donc la stimulation cérébrale profonde que vous connaissez, on vient inhiber des zones qui sont suractives du fait de la carence dopaminergique. Donc on vient compenser en fait un déséquilibre un peu plus en aval. Et pourquoi on met des anticholinergiques parfois? Tout simplement parce que ça serait trop simple, c'était que la dopamine, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ces neurones dopaminergiques, ils sont en lien avec des neurones cholinergiques et autres. Donc en fait, dans la maladie de Parkinson, la carence dopaminergique entraîne ce qu'on appelle une hypercholinergie relative, c'est-à-dire trop d'acétylcholine. Et donc, on donne des anticholinergiques pour compenser ce trop d'acétylcholine. Et les anticholinergiques, c'est ce qu'on appelle aussi les atropiniques, vous savez. Et donc, ces médicaments-là, ils sont quand même assez compliqués à gérer chez le patient âgé parce que ça expose à beaucoup d'effets indésirables. Le glaucome, la rétention urinaire, les globes, du coup, la sécheresse buccale, la confusion. Donc, globalement, il y a assez peu de prescripteurs, en tout cas aguerris, qui continuent à utiliser les anticholinergiques parce que c'est des médicaments qui sont source de beaucoup de problèmes. Et le dernier, c'est l'amantadine. Donc l'amantadine, c'est quoi? À la base, c'est un antiviral, mais on s'est rendu compte qu'il avait aussi des propriétés pro-dopaminergiques et que c'était un antidyskinétique. Donc il est utilisé, donc c'est le Ventadix, comme antidyskinétique. Par contre, là aussi, il faut vraiment se poser la question, si votre patient est dyskinétique, plutôt que de rajouter un médicament avec son profil d'effet indésirable, peut-être qu'il est intéressant de comprendre pourquoi il y a des dyskinésies et d'enlever les choses qui font que le patient est dyskinétique, plutôt que de rajouter un médicament. Ça, c'est des choses aussi dans les pratiques de prescription qu'il faut interroger. Quand vous avez un prescripteur avec ça, il faut peut-être se dire, peut-être qu'on pourrait se poser, voir pourquoi le patient est dyskinétique avant de rajouter encore un médicament qui peut provoquer vertige, insomnie, nervosité, hallucination, des œdèmes des membres inférieurs qui peuvent être très importants. Et puis un autre effet indésirable qui est le livedo réticularis, donc c'est ces manifestations cutanées en filet de pêche, là, qui peuvent être, du coup, qui peuvent faire croire à des choses très graves sur le plan de la coagulation, donc ça peut faire un peu flipper tout le monde. Mais si vous avez des patients qui ont des jambes comme ça en filet de pêche et qui sont sous amantadine, c'est dû à l'amantadine. Donc si on enlève le médicament, ça disparaît en quelques jours à quelques semaines. Voilà. Mais globalement, quel est l'intérêt d'un antidyskinétique quand finalement les dyskinésies sont la plupart du temps le symptôme d'un traitement non équilibré? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Donc les stratégies de prise en charge. sur le Ventadix, oui. Sa prescription, elle est ouverte à tous? Oui, normalement, oui. D'accord. Mais en usage, on voit bien que c'est... Mais en usage, les médecins G ne vont pas y aller du tout, parce que c'est quelque chose qui est justement quand le patient est à un stade compliqué, et donc ils sont très frileux, beaucoup de... En fait, comme la neurologie, de façon générale, est considérée comme une discipline compliquée, il y a beaucoup de prescripteurs qui vont dire « Oh là là, c'est compliqué, moi je ne fais pas. » D'accord. Et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que même renouveler quelque chose, non, le neurologue, il n'a pas dit « Moi je ne sais pas faire. » Ils sont beaucoup dans le retrait, et aussi parce que parfois les relations avec les neurologues sont compliquées. Parce que les neurologues disent le médecin G, c'est un débile, il fait n'importe quoi. Enfin, ça arrive, je veux dire, on est tous conscients de ça. Donc il y a ce relationnel qui peut être assez compliqué. Et puis il y a ce sentiment de manque de connaissances chez les non-neurologues. Ok. Moi, j'avais
Oui. Pardon, juste une petite question sur le Mentadix. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit que ça avait été instauré par rapport à leur trouble de l'équilibre. Oui, chez certains patients. Ouais. Alors après, ça peut faire des vertiges. Donc, bon, moi, je ne suis pas forcément trop fan de traiter le mal par le mal. Hein. On n'est pas dans l'homéopathie, hein, mais voilà. Bon, après, Ouais. il y a des pratiques de prescripteurs. Hein. Il y a des gens enfin, il y a des écoles, hein, ça, vous savez bien. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est essayer de réinterroger de façon objective. Après, je sais que votre positionnement, il est compliqué parce que le relationnel, enfin, voilà, le prescripteur, c'est important, tout ça, mais c'est pas parce qu'ils sont médecins qu'ils ont raison sur tout non plus, quoi. Ok. Je sais que c'est pas toujours facile d'aborder ces choses-là, mais c'est pour ça, aujourd'hui, quand même, avec le travail coordonné, enfin, n'hésitez pas parfois, si vous voyez que vous êtes face à un mur, à vous associer à d'autres professionnels, aux pharmaciens, s'il est compétent, aux généralistes, aux gériatres, parce qu'il y a des gériatres qui s'y connaissent quand même en Parkinson, parce qu'il y a beaucoup de gériatres qui ont des patients parkinsoniens. Donc même s'ils ne vont pas s'étiqueter spécialistes du Parkinson, il y a plein de gériatres, honnêtement, qui sont meilleurs que des neurogénéralistes en Parkinson. Hein. Et pourtant, les autres sont des neurologues. Donc, il faut vraiment parfois voilà, essayer de réinterroger. Mais je sais que le positionnement est compliqué. Le positionnement du pharmacien est aussi très compliqué. Parce qu'on est souvent un peu pris de haut quand même par certains prescripteurs. Donc, bon. Après, il faut quand même se rappeler que globalement, nous, on est tous là pour que le patient aille bien. Donc, s'il y a vraiment un truc qui ne va pas, je veux dire, l'ego du médecin, c'est bien, mais il y a ses limites aussi, quoi. L'objectif, c'est quand même que le patient il soit bien pris en charge. Enfin, moi, c'est ma position. Je sais que ce n'est pas une position qui est forcément celle de tous, mais moi, c'est ma position. Ok, merci. Donc, réinterroger quand même parfois, et surtout la balance bénéfice-risque, quoi. Si votre patient, on lui a mis un truc, mais qu'en fait, ça déséquilibre autre chose, des fois, il faut quand même réévaluer objectivement ce qui se passe, quoi. Parce que c'est pareil, les diarrhées, là. Il y en a, ils vont vous dire, les diarrhées, on s'en fout, c'est pas mortel. En fait, si le patient il passe sa vie à avoir la diarrhée tous les jours, si, en fait, c'est très pénible, quoi. Et donc, ce qui est considéré comme un effet indésirable, pareil, les nausées, vomissements, on va vous dire, oui, bon, voilà, c'est pas très grave. En fait, si, tous ceux qui ont été confrontés à des nausées qui durent plusieurs jours savent que c'est infernal, quoi. Donc, il faut aussi faire attention. Vous êtes en lien direct avec les patients. Qu'est-ce qui est important pour le patient? Moi, j'ai souvenir d'une dame qui avait une sclérose en plaques quand j'étais en officine. Et donc, son médicament lui faisait perdre ses cheveux. Et pour elle, c'était vraiment la fin du monde. Et son neurologue était complètement sourd à ces choses-là. Et elle voulait arrêter son traitement parce qu'elle ne voulait pas perdre ses cheveux. Donc, on arrive en fait à des choses où s'il n'y a pas de dialogue entre qu'est-ce que le patient accepte ou pas et qu'est-ce qu'il supporte ou pas. Et ça, c'est très individuel. Ça, c'était une dame qui avait 37 ans, qui allait à l'école chercher ses enfants. Elle ne voulait pas qu'elle ait des trous dans sa tête, quoi. Enfin, c'est ce qui paraît aussi quand même compréhensible. Et de l'autre côté, le neurologue disait, mais en fait, ce que vous me dites, c'est du cosmétique, c'est ridicule. En fait, non, pour cette dame, c'était très important. Donc, il faut entendre la plainte, il faut essayer de trouver un compromis entre ce que le médecin estime le plus important dans la symptomatologie et dans ce qu'il faut traiter, et ce que le patient estime qu'il est capable de supporter ou pas. C'est vrai pour la fin de vie, mais c'est vrai pour toute la vie, en fait. Hein. Donc là aussi, parfois, la voix du patient, il faut qu'elle soit relayée par ceux qui l'entourent, quoi, auprès du spécialiste. Oui, on a ce rôle, hein. On a ce rôle de susciter le débat, en tout cas de rouvrir certaines discussions, en tout cas, oui. Et de pas être focus que sur la thérapeutique, quoi. Ça, C'est ça. c'est notre credo depuis le départ, c'est d'ouvrir un peu nos chakras et de regarder tout l'environnement et tout l'écosystème, c'est sûr. C'est ça. Et donc, les stratégies de prise en charge, vous les connaissez. Donc ça, c'est celle de l'HAS de 2016. Faites attention parce qu'elles sont juste en fait périmées, hein, en gros, même si elles n'ont pas été réévaluées en France, mais on sait à l'international, et notamment les Américains ont sorti d'autres recommandations, que garder la levodopa le plus tard possible, ce n'est pas la bonne solution. Il faut que le patient soit bien tout le temps. En fait, dès l'instant où il a un problème, il faut qu'il soit bien pris en charge. Donc la levodopa qu'on réserve pour le plus tard possible, c'est une vision de l'ancien temps, même si c'est toujours celle qui est dans les recommandations. Mais les spécialistes qui sont formés à l'international et qui acceptent de réévaluer leurs pratiques vous diront que la levodopa, elle va être plus appropriée chez un patient qui est à risque de TCI, chez un jeune
avec des antécédents de consommation, de choses comme ça, à qui, du coup, dans les recommandations, on est censé mettre des agonistes, on peut en fait faire des choses très très graves avec les agonistes chez des sujets qui vont développer des TCI. Donc certes, la levodopa est plus à risque de développer des dyskinésies, mais de toute façon, ça arrivera dans tous les cas. Donc l'important, c'est quand même que le patient, à l'instant T, plutôt que dans un hypothétique futur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand même, donc dire, bah voilà, vous n'êtes pas très bien aujourd'hui, mais du coup, on garde ça pour plus tard, en fait, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien aujourd'hui. Et puis, donc ça, c'est vraiment le traitement initial avec la levodopa, ça donne un bénéfice moteur supérieur à celui des agonistes. Ça, c'est gravé dans le marbre, il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat. Et si vous avez des questions de prescripteurs, il faut qu'ils se réfèrent aux publications récentes. Et donc après, on peut associer l'apomorphine, donc en stylo, qui a un intérêt qui est limité, parce que si vous commencez à mettre 3 coups de stylo, c'est que le traitement, il n'est pas adapté, quoi. Et ensuite, la stimulation continue que vous connaissez, donc soit avec l'apomorphine, soit la STIM, soit la duodopa. Donc l'objectif est d'être dans cette fenêtre thérapeutique, ça c'est des choses que vous connaissez très bien. Et puis, n'oubliez pas que bientôt, il y aura le lésigimon, donc c'est en gros du Stalevo en gel, et il y aura Skiova, là, la nouvelle levodopa sous-cute. Donc ça, c'est dans un avenir proche, on ne sait pas quand, peut-être 2024, fin d'année 2024 vraisemblablement, pour l'un ou l'autre ou les deux. C'est Skiova, le nom commercial, c'est ça? SCYOVA. C'est la levodopa sous-cube d'Abvi. Oui, c'est ça, ok. Donc il y en a aucun qui est encore... les Sigimon, il a l'AMM en France, mais c'est le prix qui est encore en discussion. En tout cas, il n'est pas encore disponible pour les patients, mais il est très avancé. Et là, il y a eu l'AMM européenne. Donc ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc maintenant, si on va sur les équivalents DOPA, la publication de référence, c'est Tomlinson 2010. Donc, c'est une publication internationale qui disait que voilà, il faut trouver un moyen de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe au niveau des traitements pour pouvoir comparer les essais cliniques entre eux. Donc, ils ont fait cette estimation de charge dopaminergique. Mais donc, si vous avez bien compris tout ce que j'ai essayé de vous présenter, vous avez bien vu que c'est quelque chose qui est quand même global et assez peu fin. Parce que certes, on fait une stimulation dopaminergique, mais on ne stimule pas tout à fait exactement la même chose. Les profils de stimulation sont différents. Donc en fait, l'équivalent DOPA, ça vous donne une approximation de stimulation dopaminergique. Donc il y a ces tableaux d'équivalence, et en gros, c'est basé sur une LED, c'est la quantité de médicaments qui va avoir un effet moteur similaire à celui de 100 mg de levodopa, libération immédiate, associé à bensérazine ou carbidopa. Donc c'est pour ça, dans le tableau, vous avez levodopa plus carbidopa ou bensérazine en libération immédiate, c'est 1. C'est le facteur de référence. C'est la conversion. Donc ça, c'est l'effet de... on considère ces 100 mg à un effet égal à 1. Et donc, un levodopa à libération prolongée, on a un facteur de conversion qui est inférieur, puisque du coup, la quantité va être moins importante en termes de concentration, mais elle va être plus prolongée. La duodopa, en fait, comme on est avec une voie d'administration qui est différente, le facteur de conversion est différent. Et c'est pareil, l'apomorphine, c'est 10. En gros... c'est ce qu'on utilise, nous. Enfin, c'est ce qu'on a comme grille de référence, oui. C'est ça. Et donc là, vous voyez que 8 mg de ropinirole, c'est 8 fois 20, puisque le facteur de conversion de ropinirole, c'est 20. Donc, c'est 160 mg de levodopa à libération immédiate. D'accord? Donc, ça, c'est le tableau de conversion. Mais en fait, c'est vraiment... Il faut avoir en tête que c'est quelque chose de... C'est un outil. Mais ça ne va pas du tout... Ça vous donne une idée des besoins dopaminergiques du patient. Mais encore une fois, ça ne reflète pas Oui, il y a tellement d'autres facteurs autour qui vont intervenir. Exactement. Tu disais, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du même médicament, tu l'as montré tout à l'heure. Et puis après, il y a l'absorption, tu vas certainement en parler. C'est ça. Voilà. Et voilà, exactement, l'absorption, c'est très important parce que vous avez peut-être été confronté à ça. Vous faites une conversion avec ces tables d'équivalence du traitement oral en apomorphine ou en duodopa, et le patient est dyskinétique. Bah oui, parce qu'en fait, la duodopa, elle est administrée directement sur le site d'absorption. L'apomorphine, elle est administrée en sous-cute, elle est disponible à 100%. Les traitements oraux, en fait, il n'y a qu'une fraction du traitement oral qui va être efficace. Donc, quand on utilise ces tables de conversion avec des traitements oraux, en fait, on est dans l'approximation. Donc, vraiment, ayez bien en tête que ce n'est pas du tout la vérité absolue, ce n'est pas le guide absolu. C'est une approximation parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui font que ce que l'on pense donner n'est absolument pas ce qui arrive vraiment chez le patient.
Donc, il faut avoir cette flexibilité mentale de dire, bah, c'est pas parce qu'il avait X milligrammes en oral que tout doit passer forcément et que je ne dois pas monter ou diminuer. C'est pas une équivalence stricte. Des ordres de grandeur, quand même. Ça donne des ordres de grandeur. Des ordres de grandeur. Et c'est pour ça que, par exemple, des fois, avec des patients, c'est surtout vrai avec la duodopa, ils ont des doses orales, mais qui sont explosives, vraiment, qui sont énormes. Des dames qui sont toutes maigres, toutes petites, toutes fines. Et quand vous leur mettez la duodopa, en fait, on diminue drastiquement les doses. Bah, en fait, tout simplement parce que ce qu'on donne est absorbé. Tout simplement. Donc, c'est une table qu'il faut utiliser pour le calcul, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc ça, c'est la table qui avait été réactualisée depuis Tomlinson. Donc il y a beaucoup d'articles qui sont tous en anglais, mais c'est des articles que vous pouvez donner aux prescripteurs. Et surtout aussi, par contre, entendez-vous bien, informer les prescripteurs de la table de calcul que vous utilisez, parce qu'il y a différentes tables. Donc si vous n'êtes pas sur la même table de calcul, vous n'allez peut-être pas tomber sur les mêmes résultats. Ça, c'est important aussi. Donc il y a des calculateurs en ligne. Donc ça, ce sont des calculateurs anglais. Donc il faut aller sur... du coup, essayer d'avoir ce qu'on appelle la dénomination commune internationale, la DCI, le nom scientifique du médicament et pas le nom de marque. Parce que le nom de marque, il est propre au pays. Le nom scientifique, levodopa, carbidopa, entacapone, enfin là, c'est le même Stalevo, par exemple. Mais vous voyez que là, Madopar, nous, c'est notre Modopar. Donc, il y a des petites différences. Il faut s'ajuster, comme c'est des choses on est d'accord qu'il n'y anglaises. a pas... Nous, on a toujours trouvé que des calculateurs anglais. Il n'y en a pas en français. Il n'y en a pas on en est France. hein. Non, on est d'accord. il n'y en a pas en français. Donc, il y a le Optimal, il y a l'Equidopa, qui a été développé. Et puis, il y a aussi un autre, je vais un peu vite. Donc, il y a Optimal, il y a Equidopa, et il y en a un autre que j'ai oublié de vous mettre, mais qui a été développé par AbbVie aussi, qui est en ligne, mais qui est en anglais aussi. Et qui est en fait, qui sert au switch duodopa. D'accord. Voilà. Et en termes de titration, donc ça, c'était l'article de pratique neurologique, bon, qui a des qualités, qui a des défauts, mais qui ne reflète pas du tout la réalité absolue. Hein. Encore une fois, chacun a sa manière de faire, ce qui ne veut pas dire qu'une est forcément meilleure que les autres. Il faut aussi avoir un peu un esprit critique sur les pratiques de tout un chacun. Et donc, vous voyez que l'apomorphine, elle est montée en gardant un traitement oral inchangé. Pourquoi? En fait, ça, c'est assez logique. Si votre patient, en fait, il est fluctuant et qu'il a besoin d'une stimulation continue, c'est que globalement, son traitement oral, il est insuffisant. Donc, c'est normal qu'au début, on ne doive pas changer le traitement oral parce qu'en fait, finalement, Marc dit toujours ça, hein, il y a des creux et des bosses. Et à la base, au début, on cherche à combler les creux. Et ensuite, on s'occupe des bosses. Donc, le off, enfin, les fluctuations et les dyskinésies. L'objectif, c'est que le patient, il soit plus en off. Donc, on met la pompe, on ne change pas le traitement oral, mais ensuite, quand on va monter graduellement la pompe, on va pouvoir ajuster le traitement oral. Le diminuer, enlever une molécule, garder une autre, selon la tolérance et l'efficacité. Donc, les gens qui veulent, en fait, parce qu'il y a des prescripteurs qui font ça, hein, ils mettent la pompe et ils enlèvent tout directement. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que le patient, il va être vraiment pas bien. Il va être vraiment pas bien, parce qu'il va être en fait sous-dosé. Parce que si en plus, ils ont utilisé le calcul pour des conversions un peu approximatives, pour dire, bon, bah, il faut mettre tant de milligrammes, et puis ça va mettre longtemps à monter, bah, pendant ce temps-là, si votre patient n'a plus de traitement oral, vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas bien, quoi. Parce qu'il sera en off, en fait. Il n'aura pas assez avec l'apomorphine seule. Et de la même façon, si vous arrêtez brutalement un agoniste dopaminergique, avec l'apomorphine, on est à peu près safe, mais c'est plus vrai avec la duodopa. Si l'agoniste est arrêté brutalement, ça expose le patient à un syndrome de sevrage des agonistes dopaminergiques. Donc, c'est pareil, il faut avoir quand même, c'est ni trop vite, ni trop lentement, et en étant attentif à comment est le patient, quoi. Donc ça, c'était David qui m'avait fourni ça, mais c'est des choses que vous connaissez, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur cette stratégie-là. Mais effectivement, on a cette gradation en fait en apomorphine qui doit s'accompagner d'un maintien de la dose initiale orale pour combler les creux. Et après, on s'occupe des bosses. Après, on diminue les dyskinésies. C'est vraiment l'objectif, quoi. Et si on enlève le traitement oral trop vite, bah, le patient il risque de ne pas être bien. Et donc, la titration risque d'être plus compliquée. Parce qu'en plus, il est stressé. Ce qui n'est jamais très bien avec un patient parkinsonien. Et donc ça, c'est pareil, c'était David qui m'avait fourni. Donc ça, c'est finalement pour vous que vous visualisiez la différence qui va se faire entre l'équivalent d'OPA, si vous voulez,
et l'importance relative de l'apomorphine au sein de cet équivalent DOPA. Donc, effectivement, le traitement oral, au début, en fait, on aurait dû mettre un note jaune, ici, à J-1, par exemple, et on voit qu'en fait, on en met plus. Mais c'est normal, puisque si le patient est venu consulter, c'est qu'il n'était pas bien. Donc, ça n'a pas de sens de mettre moins. Donc, il faut mettre plus, et ensuite, après, on ajuste. Et c'est vrai aussi pour la rotigotine, ça, c'est une étude japonaise. En fait, la rotigotine, vous voyez l'équivalent DOPA, et la proportion relative de la lévodopa, des autres agonistes dopaminergiques et de la rotigotine. Donc, vous voyez qu'en fait, avant le traitement, on est à moins. Le jour où on commence le traitement, on est à plus parce qu'on a rajouté la rotigotine. Et après, on peut monter. Et vous voyez que la proportion relative des autres agonistes, elle va diminuer. La lévodopa, elle peut rester plus ou moins stable selon les patients. Mais globalement, on est sur une chose qui est très identique. On en met plus au départ. Probablement, il va y avoir une nécessité d'en avoir plus, mais la proportion relative va changer. Donc, je ne sais pas si c'est très clair par rapport aux équivalents dopaminergiques pour que vous ayez un peu une vision qui va au-delà de la simple table de conversion. Je ne sais pas si c'est ce que tu attendais, David. Si, parce que ce qu'on se rend compte, ce qu'il faut retenir, c'est que entre ce qui se passait avant la pompe et après la pompe, en général, si on faisait ces calculs arithmétiques, on arrive très très souvent quand même à un dosage en équivalent DOPA qui est supérieur à ce qu'il y avait avant. Ça, c'est la base. C'est la base. C'est normal. On ne peut pas être en dessous. Sauf si, par exemple, le patient était un patient qui a des soucis d'absorption. Alors et voilà, donc, pour qui le traitement oral, en fait, était peu efficace. Et donc, on avait besoin de charger la barque à mort. Et en fait, il n'y a qu'une fraction de ce qu'on administrait qui était absorbé. Alors qu'avec l'apomorphine, finalement, comme tout est absorbé, on a besoin de moins. Mais donc, il n'y a pas de vérité absolue. C'est ça qui est vraiment important. C'est qu'en fait, souvent, les gens, ils sont un peu protocolisés et du coup, ils se disent, c'est comme ça ou c'est pas autrement. Non, en fait, c'est pas comme ça. Ce serait trop simple si on était comme ça. Chez des patients, il y aura plus parce qu'effectivement, ils étaient en fait en carence dopaminergique avant la mise en place de la pompe. Le traitement n'était pas suffisant, donc forcément, l'équivalent DOPA va augmenter. Et ça ne veut pas dire que du coup, l'apomorphine est moins bien, parce que des fois, on entend ça, oui, il a besoin de plus, donc l'apomorphine, au final, ça aggrave son Parkinson. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est que le patient, de toute façon, il a besoin de plus. Et c'est l'évolution de la maladie. Et inversement, un patient, lui, ne réagit pas de la même manière à la DOPA qu'il réagisse à l'agoniste. À l'apomorphine, exactement. Exactement. Donc, il y a des patients qui supportent très bien l'apomorphine, d'autres pas du tout. Ça n'en fait pas, l'apomorphine n'en est pas pour autant un traitement catastrophique, quoi. Enfin, et ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils manquent de discernement, quoi. Faut vraiment, chacun est différent. Donc, à partir du moment où vous avez cette idée en tête, certes, il y a des effets groupes, mais l'individu n'est pas le groupe. Donc, vous pouvez très bien dire, globalement, c'est censé faire ça. Oui, mais chez ce patient, ça ne le fait pas. Et en fait, ça peut être normal. Parce que lui n'est pas câblé, entre guillemets, pour réagir comme l'ensemble des gens. Gardez toujours en tête cet exemple qui est très caractéristique de la codéine. Vous avez peut-être déjà eu, vous êtes allé chez le dentiste ou vous avez vos gamins qui ont eu l'opération des dents de sagesse. Si on les a mis sous dafalgan-codéiné ou même sous dérivés morphiniques, vous avez des gens qui pètent un boîte complet sous dafalgan-codéiné. Moi, j'ai eu des patients, quand j'étais en officine, ils passent leur après-midi à délirer sur le canapé sous dafalgan-codéiné. Et d'autres patients chez qui ça ne fait aucun effet antidouleur. Tout simplement parce qu'en fait, c'est connu pour les morphiniques, mais c'est vraisemblablement le cas dans d'autres médicaments, mais ça n'a pas été étudié. Moi, je pense que c'est vrai pour l'apomorphine. On l'étudie avec le projet Pharmapo. Il y a en fait des métaboliseurs lents et rapides pour les morphiniques. Donc, les métaboliseurs, c'est quoi? C'est un mécanisme de dégradation de la molécule qui fait que si en fait il fonctionne super bien, en gros, votre molécule elle est dégradée d'un coup et du coup il ne se passe rien. Donc, c'est les gens qui sont résistants à la codéine et à la morphine. Et par contre, si c'est on va dire un acétyleur lent, du coup, la dégradation, elle est lente. Donc, en fait, la molécule, elle reste super longtemps dans l'organisme. Et donc, ça a un effet chargé et prolongé. Mais ça, du coup, on ne peut pas le prévoir avant, sauf si, effectivement, parfois, c'est des trucs un peu familiaux. Il y a des familles et c'est ce qu'on voit avec les gens qui sont mis sous morphine ou sous autres molécules de ce type-là. Il y a plein de vidéos sur Internet de gens qui sortent d'anesthésie, qui sont en trip complet, mais en fait, c'est parce qu'ils ont leur corps modifie le médicament, le dégrade d'une façon spécifique qui fait que
ça crée ce qu'on appelle des métaboliques, donc des produits de dégradation du médicament, qui va être actif. Et donc, le médicament, en fait, il continue à être actif, mais d'une autre façon. Et donc, une de nos hypothèses avec Marc, c'est que pour l'apomorphine et les gens qui réagissent très mal, c'est possible qu'il y ait dans les produits de dégradation des métaboliques qui, du coup, ont un effet, entre guillemets, toxique, qui fait que les patients, ils pètent un câble au niveau psychiatrique. Et ce qui expliquerait que chez certains, on a beau essayer, ça ne marche pas, alors que chez d'autres, c'est super. Mais encore une fois, c'est comme tout médicament. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que les idées reçues et les vérités générales, faut vraiment vous en méfier comme la peste, quoi, parce qu'après, ça aboutit à des dogmes qu'on entend dans les couloirs et qui sont aussi donnés aux patients et entre prescripteurs, qui sont faux. Donc, il faut accepter de se remettre en question, de réévaluer, de reprendre la littérature. Et de ne pas abandonner trop tôt. C'est ça, voilà. Oui, de ne pas abandonner trop tôt. Et expliquer. Alors, oui, alors, pour des profils, je pense à une situation qu'on a eue en début de semaine, mais pour des profils EHPAD, ça vaut le coup d'essayer, souvent, pour sortir des dogmes sur le fait que, pour les personnes âgées, on devine l'importance que ça peut avoir de tenter l'apomorphine sur des situations de fin de vie. Et puis pour d'autres, des fois, on a peut-être des médecins qui restent sur des dogmes et qui lâchent l'affaire trop tôt, en fait, sur le fait que ça ne marche pas. En fait, ça mérite certainement. Alors, quelquefois, nous, on peut s'étonner de voir des médecins arriver à des très, très gros dosages. Je ne sais pas, il y avait Marie qui était. Je ne sais pas si Marie est là avec nous du côté de la Franche-Comté. Oui, justement, moi, j'avais des questions là-dessus. Bonjour. Bonjour. Effectivement,